Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Dans cette émission de l'intelligence du monde, ce soir, nous continuons notre série consacrée à la norme et nous allons nous attaquer à un secteur qui nous concerne forcément tous, c'est le secteur de l'agroalimentaire. Nous allons, avec nos invités, parcourir ce secteur dans plusieurs pays africains et nous aurons des invités justement dans différents pays, notamment au Burkina Faso et au Togo et bien sûr au Cameroun. Alors je vais accueillir ceux qui sont avec moi sur ce plateau. Je commence par ma droite, par M. Thierry Niamen, qui est le CEO de NT Food. Thierry Niamen, bonsoir. Oui, bonsoir, Jules. J'ai envie de dire, vous êtes déjà un visage très connu sur Vox Africa, notamment à travers un reportage qu'a signé JFTT Media et Aristide Yengwe, Africa Works, qui raconte le parcours de Thierry Niamen et surtout de la marque que vous avez créée, qui est la marque Tanti. Je profite de l'occasion pour dire infiniment merci à toute l'équipe qui m'a surpris d'abord par la qualité du reportage et ça donne la chair de poule de voir le parcours, de voir les retours et surtout de comprendre qu'il y a une autre Afrique qui n'est pas toujours en train de pleurer, cette Afrique qui se bat pour montrer, pour essayer de sauver la face et de dire qu'il y a du répondant à toutes ces multinationales. Voilà. Donc, il y a quelque chose... Alors, on va dire que vous êtes, en quelque sorte, pour nous, un invité idéal, parce que l'agroalimentaire, c'est votre affaire, c'est votre secteur. Vous y exercez depuis plusieurs années et vous avez créé plusieurs types de produits. Donc, on est en plein cœur dans votre secteur d'activité. Bien évidemment, l'agroalimentaire, j'ai fait mécanisation agricole à l'école et depuis que je suis là, je transforme les produits agricoles. J'espère que j'apporterai ma modeste contribution pour que l'émission soit, que l'Afrique puisse profiter un peu de... D'accord. Alors, en face de vous, j'accueille une dame, c'est Madame Alice Priso, qui est secrétaire adjointe à l'organisation. C'est à l'APDIC, l'association... Ah, pardon? L'ACDIC. L'ACDIC, autant pour moi, l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Voilà, c'est une ONG qui exerce notamment au Cameroun et qui a eu à avoir, il y a des années, des combats assez importants, notamment concernant l'importation du poulet, des découpes de poulet congelés. Et aujourd'hui, il y a eu très récemment une actualité avec Carrefour, on va en parler. Déjà, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Nous serons heureux de participer, de contribuer à ce que l'émission, justement, édifie les téléspectateurs. Notre dernier invité, c'est M. Junior Sagné, qui est chercheur et expert en intelligence économique. M. Sagné, bonsoir. Bonsoir Jules, bonsoir à tout le monde. Voilà, merci en tout cas. Nous aurons tout à l'heure des invités, comme je l'ai annoncé, du côté du Burkina Faso. Nous aurons Madame Sepda Fatimata, qui, elle, travaille pour la société Sodia Qualité. C'est une société qui accompagne les entreprises du Burkina Faso à justement suivre le processus de certification, les amène à respecter les normes dans différents secteurs, notamment le secteur agroalimentaire. Nous aurons toujours du côté du Burkina Faso M. Djakaridja Nyamba, qui lui est de l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, en abrégé ABNorm, au Burkina Faso. Et nous aurons un dernier invité, naturellement, qui nous vient toujours de l'Afrique de l'Ouest, du Togo. Donc voilà, madame, monsieur, ceux qui seront avec nous pour faire cette émission consacrée à la norme dans le secteur agroalimentaire. Et comme il est de tradition dans cette émission, nous commençons par un reportage pour planter le décor. C'est un sujet qui nous parle un peu des laboratoires d'analyse dans le secteur agroalimentaire en Afrique. Que peut-on en dire? Nous suivons ce reportage et nous revenons sur le plateau avec nos invités. À tout de suite. Juin 2017, une alerte santé est lancée au Cameroun. Des huiles végétales de mauvaise qualité seraient vendues dans les marchés de la ville de Douala. Les huiles en question ne contiendraient pas la vitamine A, pourtant exigée par la réglementation en vigueur. Un an auparavant, en juin 2016, une alerte semblable et concernant toujours les huiles végétales est lancée. Cette fois-ci, il s'agit des huiles d'origine douteuse. Des exemples pareils, le consommateur camerounais en a une pléthore en mémoire. Des situations qui poussent à se demander si le Cameroun ne dispose d'aucun laboratoire de produits alimentaires. Calvin Nia, président de la Chambre nationale des consommateurs camerounais, est clair. Le Cameroun dispose bel et bien de telles structures, seulement elles ne sont pas assez équipées et ne sont pas gérées par des personnes adéquates. Vous savez, il y a beaucoup de laboratoires installés sur le territoire,
mais tous ne répondent pas aux exigences, aux besoins. C'est-à-dire, pour un laboratoire, pour qu'il puisse s'installer, il faudrait un certain nombre de processus. Il faut qu'il soit conformité, qu'il y ait un certain nombre de conformités sur le plan système. Or, il y a des laboratoires qui sont là juste pour des petits besoins de qualité, juste pour des petits besoins d'urgence, etc. Mais ils ne sont pas véritablement équipés. Donc le plateau technique n'est pas celui dont nous rencontrons dans les grands laboratoires, dans les pays occidentaux. Il n'est là rien que pour les denrées alimentaires, pour les petites analyses quotidiennes, ainsi de suite. Donc sur le plan certification, système, beaucoup de laboratoires installés sur notre territoire ne répondent pas à ces normes-là. Un laboratoire d'analyse alimentaire, comme son nom l'indique, c'est à analyser les produits alimentaires, se rassurer qu'ils répondent à certaines exigences normatives avant leur mise à disposition du consommateur. Les laboratoires de produits agroalimentaires jouent ainsi un rôle important dans un pays comme le Cameroun qui importe bon nombre de denrées alimentaires. Les laboratoires, les analyses aussi obéissent à un certain nombre de critères. Lorsqu'on fait parfois certaines analyses, c'est pour des objectifs bien définis. Parfois, on peut rechercher les ingrédients, certains éléments, pour voir le taux. Il y a plus de paramètres qui entrent dans les analyses dans un laboratoire. Donc, lorsqu'on fait les analyses, ce n'est pas seulement pour voir si le produit est de bonne qualité. Donc, il y a plusieurs aspects, plusieurs paramètres lors de l'analyse à ce qu'il s'agit d'un laboratoire. Afin de pallier au manque de laboratoires d'analyse alimentaire ou à leur déficience, certains pays, comme le Cameroun, n'hésitent pas à recourir à l'expertise des laboratoires occidentaux. Au niveau du consommateur, certains préfèrent se remettre aux grandes surfaces, soi-disant là-bas, on est sûr de ce qui est dans les rayons. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde. Alors, je vais commencer, Madame Priso. Dans le premier débat, on va parler un peu de l'Afrique. Enfin, la réalisation a prévu qu'on parle de l'Afrique comme étant un peu la poubelle des autres. Une façon de dire qu'en Afrique, on est dans un continent où tout peut entrer, véritablement, où on peut tout consommer, sans véritable contrôle. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce n'est pas exagéré de présenter l'Afrique comme étant la poubelle des autres? C'est juste, c'est pas juste. Je pense que mon avis n'est pas trop important dans le sens où c'est une réalité qu'on vit. Parce qu'en Afrique, justement, on n'a pas d'institutions qui nous garantissent que ce qui entre dans nos pays, est contrôlé, est bon pour nous. Donc après, mon avis personnel, je pense que ça s'arrimerait simplement à ce qu'on vit tous les jours. Mais comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'il n'y a pas, pourtant il y a des laboratoires d'analyse qui existent. Comment est-ce que ça se passe dans le secteur notamment agroalimentaire qui est un secteur extrêmement sensible? Est-ce qu'on peut laisser un marché se faire pénétrer par n'importe quel type de produit sans avoir des mécanismes qui garantissent de leur qualité? Vous dites qu'il y a des laboratoires d'analyse qui existent. Ça, ce serait une question, pas une affirmation. Parce que moi, particulièrement, je n'en connais pas qui fonctionnent. Et ce qui est dommage, c'est que lorsque ça existe, ça n'appartient pas aux Africains. Donc après, on n'est pas sûr que les résultats seront mitigés ou pas, ou exacts. Voilà. C'est dommage. C'est dommage parce que justement, l'agroalimentaire, c'est quand même un domaine assez sensible. Ce qu'on met dans le ventre, ça implique la vie. C'est la santé, c'est un problème de santé publique. Voilà. Et après, ça entre, c'est bon, c'est pas bon. On se retrouve avec l'Afrique poubelle, en fait. Voilà. Alors Thierry Niamène, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ça. Vous fabriquez sur place, vous produisez sur place, mais la plupart des produits consommés dans nos différentes métropoles et même en zone rurale sont des produits importés. Comment vous réagissez au fait qu'on n'a pas la certitude sur ces produits-là, finalement? Oui, je pense que il ne faut pas se voiler la face. Je pense que plusieurs pays africains, notamment, ont des structures capables de faire des contrôles de qualité. Oui, de qualité. Mais il ne faut pas oublier que le contrôle de qualité se fait à des niveaux très différents. On peut avoir des contrôles, tout du moins sur le plan visuel, au niveau des dates de péremption qu'on peut avoir, mais
aller en profondeur pour une qualité. Vous avez les centres Pasteur qui se trouvent dans différents pays africains, mais aussi des laboratoires d'analyse où, par exemple, malheureusement, les agences de normalisation qui sont certifiées, qui donne la possibilité de donner l'autorisation à un produit d'entrée ou non, s'appuie encore sur des laboratoires qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire, malheureusement, nous avons à l'entrée de nos territoires de la police, mais une police extérieure pour suivre leurs propres produits. Est-ce à dire qu'il peut y avoir une complicité là-dedans? Pour le moment, il y a encore certains Africains vivants. Je pense qu'on ne connaît pas encore. Si la guerre vraiment existe, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront à revoir. À mon avis, le thème Afrique poubelle, il faut se voir la face. Nous devons arrêter avec ce complexe d'infériorité et de croire de refuser d'être de cette poubelle. Voilà. Et c'est pour cela que nous nous battons de notre côté pour montrer qu'il y a une autre face, qu'on peut produire des bonnes choses dans notre pays. Alors, Monsieur Sagné, sur la question, parce que c'était en fait une question fondamentale, ça veut dire que on a des produits, on n'est pas contre l'importation, peut-être dans certaines formes, mais on doit au moins s'assurer de la qualité. Quand on voit la batterie de mesures que doivent respecter les produits au départ de certains continents pour entrer notamment en Occident, pourquoi on n'a pas le même mécanisme justement à l'inverse? Qu'est-ce qui peut justifier cette porosité extrême du marché africain à tout type de produits? Alors, je dirais que on va y arriver progressivement parce qu'il ne faut pas oublier non plus que nos États sont des États extrêmement récents. Donc, c'est des processus qui prennent suffisamment de temps pour se mettre en place parce que l'Agence de normes et de la qualité pour ce qui est du Cameroun a été créée en 2009 et ce travail-là rentre dans ses missions. Et il faut aussi signaler que le 30 octobre 2017, le Centre technique agroalimentaire de Douala a été inauguré qui doit notamment faire ce travail de vérification de la qualité des produits qui entrent sur notre territoire. Donc ça veut dire que pour vous, il n'y a pas lieu de s'alarmer, on a tout notre temps, mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tant que ces instruments ne sont pas mis sur pied, on continue à consommer des choses sans savoir exactement quelle est la composition. On a souvent en Afrique des épidémies, on a du mal à savoir où elles viennent, forcément. Ça peut être lié à des produits importés qui sont consommés en masse dans les populations. C'est un problème, je disais tout à l'heure, de santé publique. Est-ce qu'on peut le traiter avec autant de légèreté et revenir avec l'argument de la jeunesse de nos États? Non, pas du tout. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, nos États ne devraient pas prendre cette préoccupation-là de manière tout à fait urgente. Ce que je voulais signifier en parlant de temps, c'est que je voulais juste signifier que on ne peut pas prendre des pays qui ont 400 ans d'histoire, ils ont 400 ans à mettre en place ces systèmes-là par rapport à nos États. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on doit tout à fait considérer qu'il s'agit des préoccupations qui sont au cœur même des questions de développement. Et moi, j'estime que les normes camerounaises, par exemple, sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, en 2018, nous sommes environ à 2559 normes en totalité. Là-dedans, il y a environ une centaine de normes dans le domaine de l'agroalimentaire, dont en réalité, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Maintenant, la véritable question maintenant, ce sera est-ce que véritablement les produits qui sont sur le marché respectent les normes qui existent déjà et qui sont d'application obligatoire? Alors, j'ai envie de voir avec vous, Madame Priso, comme dans différents secteurs, il y a des normes. Le secteur agroalimentaire aussi a des normes. Je veux savoir qui fixe ces normes. Est-ce que ce sont des normes internationales qui s'imposent à tous ou alors chaque État est libre dans son secteur de créer des normes? Parce que là, parfois, on se perd un peu. Je pense que c'est là où il y a le problème un peu, avec le retard que nos pays africains prennent sur ce volet-là, sur ce domaine. Parce que nous, on vient trouver des normes qui ont déjà été toutes faites et on est obligé de s'arrimer. Maintenant, ces normes, est-ce qu'elles tiennent compte de nos réalités? Ça, c'est la question. Je pense que si le processus était équitable, on prendrait en compte ou on demanderait au moins l'avis des pays qui sont obligés de respecter ça, leur avis pour savoir chez vous qu'est-ce qui marche, chez vous quelles sont les pratiques. Parce que s'arrimer à des normes, c'est un peu comme avec un contrat Eneo. On n'a pas trop le choix.
on adhère, ça correspond à notre réalité, ça correspond à notre vécu, ça correspond... Non, on ne consulte pas en fait les États africains. Et je trouve que c'est dommage parce que les questions de santé engagent tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec des normes pour lesquelles on est obligé de souscrire, qui des fois n'avantagent même pas les accords commerciaux, par exemple. Parce que justement, ce qui marche chez nous, ce n'est pas ce qui marche en France, ce n'est pas ce qui marche aux États-Unis. Et on est obligé de s'y arrimer parce qu'en même temps, en termes de propositions, l'Afrique est encore très faible. Alors, je veux poser la question. Oui, peut-être que M. Sani voulait réagir. Voilà, juste sur la question des normes, je voudrais dire qu'en ce moment, cette année 2018, pour ce qui est par exemple de la norme ISO 22000, ils sont en train de faire, comment dire, des corrections, de réécrire un peu la norme. Alors, nous ne pouvons pas rester chez nous à attendre qu'on nous invite à venir participer. On sait que c'est une norme internationale qui demain sera la référence. Pourquoi nous ne nous invitons pas à participer à cette norme-là? Pourquoi on ne s'impose pas à participer à la rédaction de ces normes? Je dois dire que pour ce qui est de la norme ISO 22000, c'est des experts de 35 pays. 35 pays seulement dans le monde. Pourquoi nous ne sommes pas là à participer à la rédaction des normes qui plus tard vont s'imposer à nous? Il faut aussi qu'on se pose la question. On ne peut pas attendre d'être invité à venir participer à la rédaction de la norme. On doit imposer sa présence lors de la rédaction et lors de la révision de ces différentes normes-là. Il s'agit de cela parce qu'en réalité, au fond, c'est une question de guerre, puisque la norme, c'est un outil de compétitivité. Donc, si on n'est pas présent, alors la norme sera faite contre nos intérêts. Alors, Thierry Ngamen, le praticien que vous êtes, comment est-ce que vous vous comportez face justement à ces normes-là, à la norme internationale? Est-ce que vos entreprises se sont liées par toutes ces batteries de normes-là? Comment est-ce que vous réagissez à ces normes-là au quotidien? Je ferai un bon clin d'œil sur la réaction de M. Sani. De M. Sani. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas là, c'est que je n'ai pas besoin d'être invité. Je n'ai pas besoin d'être invité. Faites ces normes-là, c'est pour vous. Mais je ne les applique pas chez moi. Nous devons comprendre qu'on est en guerre. Pourquoi je dois m'arrimer à un principe qui est le vôtre, qui n'est pas le nôtre? Nous savons que des feuilles en forêt équatoriale, par exemple, peuvent être utilisées pour la conservation d'un certain nombre de produits qu'on ne trouvera pas dans un pays d'où je viens, comme la Russie, où là-bas c'est de la neige, parce que là-bas on n'aura pas ces plantes. Ils ont intérêt à m'inviter s'ils ont besoin de venir sur mon territoire. Le problème, c'est que ces normes sont appliquées pour venir me l'imposer dans mon propre pays. Je pense que les Africains en général devraient comprendre où se trouve l'enjeu. L'enjeu dans la balance commerciale qui est déjà déficitaire est en défaveur de l'Afrique. Et donc, c'est à l'Afrique de poser les conditions pour entrer dans son territoire. Parce que quand 85% des produits qu'on retrouve, surtout en agroalimentaire, viennent de l'extérieur, mais c'est à nous de leur dire, bon, vous avez mis 8%, nous on voudrait que ce soit 12%. Et ces normes, ce sont des mesures de protection de nos économies. Malheureusement, nos économies, nous laissons envahir sous prétexte d'un homme. Que signifie ISO? Qui l'a inscrit? Il sort d'où ce monsieur? Est-ce que c'est une bande de personnes qui s'arrangent pour pouvoir protéger les leurs? Et c'est un marché de dupes. C'est un marché où on dit, viens chez nous avec nos normes et je viens chez vous avec nos normes encore. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire, Thierry Ngamen, que l'Afrique aujourd'hui doit prendre conscience de ce que dit M. Sani et créer ses propres normes. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'au lieu de se plaindre, que l'Afrique arrive effectivement à mettre sur pied ses propres normes et à les imposer à ceux qui voudraient s'intéresser à ce marché. Oui, bien évidemment. Il ne faut pas voir dans mes propos, par exemple, cette Afrique qui pleure. Non, bien au contraire. C'est la prise de conscience de nos propres valeurs et de savoir qu'à la table, c'est eux qui vont nous inviter. Ils ont l'obligation de nous inviter s'ils veulent entrer sur notre territoire. Et je vais être un peu plus clair là-dessus. À un certain moment, quand on veut consommer nos propres produits, là, le tissu économique de nos pays étant même très faible, je ne crois pas que ce soit le marché de l'extérieur qui soit très intéressant pour nous. Si on veut voir que ce soit les produits que nous consommons, nous n'arrivons même pas à satisfaire la demande. Donc, je n'ai même pas intérêt à connaître les normes de l'autre côté. Et c'est pour cela que la question qui m'a été posée, est-ce que je suis intéressé? Malheureusement, on utilise nos propres compatriotes dans nos pays pour plutôt traquer les producteurs locaux en leur imposant ces normes, mais en laissant beaucoup plus entrer les autres qui viennent de l'autre côté par
des coûts de monnaie. Et c'est ça qui est là où le bas blesse. Nous devons apprendre à fabriquer nos champions et de former des normes en fonction. Mais là, je vous donne une petite remarque. Est-ce que vous savez que moi, je suis d'accord qu'il y ait des normes. Et là, je me suis inscrit au niveau de la norme. Mais quand on regarde la norme sur les bouillies que je fabrique, ces normes-là n'existent pas pour mon pays. Alors, on se réfère à un référentiel sur des normes qui se retrouvent de l'autre côté. Et moi, pourquoi on doit voir la qualité de mon produit en fonction de ce qui vient de l'extérieur? S'il n'y a pas de normes, on considère ce que je fais comme l'idéal et c'est aux autres de s'arrimer à ce que je fais. Voilà. Alors, M. Sagné voulait réagir à ce que disait M. Niamène. Et après ça, on va aller au Burkina Faso pour prendre la réaction de Mme Fatimata. Oui, j'ai voulu justement, à la suite de M. Niamène, dire juste, peut-être lui n'est pas intéressé par le marché extérieur. Mais en réalité, on doit toujours garder... Pour l'instant, mais on doit toujours garder en tête, lorsqu'on fait cette analyse, qu'il faut viser au-delà du marché national. Et lorsque nous allons aller au marché international, on sera obligé de respecter les normes qui existent. Et on ne va pas demander à ceux de l'extérieur qui arrivent, c'est plutôt à nos États que nous devons demander pourquoi n'imposons-nous pas les normes que nous avons, les normes camerounaises qui sont établies lorsque les autres frappent à notre porte. C'est ça la question. On ne peut pas interdire aux autres de nous imposer leurs normes. Mais c'est à nous d'imposer nos normes à ceux qui arrivent. Ouais. Madame Priso, visiblement... On peut en même temps imposer nos normes sur les produits qui sont chez nous. Je fais par exemple allusion aux règles d'origine là. Parce que je me dis, si un produit est par exemple camerounais et qu'on a fait des normes pour ce produit au Cameroun, ce serait logique que ce produit qui veut aller s'exporter par exemple en France, un exemple, oui, que les normes de ce produit soient aussi appliquées en France. Parce qu'on va se retrouver avec un fabricant français qui va vouloir faire le même produit et on va faire des normes par rapport à ce produit qu'il a fabriqué sur son territoire français pour venir s'arrimer après au produit qui a été fabriqué au Cameroun. Donc moi, je me dis, le problème des normes, c'est qu'on ne tient pas en compte les États faibles. Quel que soit le pays où c'est fabriqué ou ainsi de suite, parce qu'un pays comme le Cameroun, par exemple, je ne veux pas trop tirer sur qui que ce soit, mais qui ne prend pas en compte les préoccupations des locales, va forcément aller s'arrimer. Je prends le coquille. Le bâton de manioc. On a aujourd'hui quelqu'un qui le fabrique en France, en sachet et tout. Après, un jour, on va venir nous imposer les normes de ce bâton de manioc français pour le bâton de manioc camerounais. Ce serait totalement absurde. Donc, à la limite, il faudrait que le processus de normes au niveau du Cameroun se fasse ressentir de telle sorte que les Camerounais, les producteurs camerounais puissent se sentir protégés, quel que soit l'endroit où ils veulent aller exporter. D'accord. Alors, je vous propose, puisque vous avez beaucoup parlé du Cameroun et qu'on est sur Vox Africa, on veut parler de l'Afrique, qu'on aille voir un peu au niveau du Burkina Faso. On a rencontré justement Madame Sepda Fatimata, qui est de Sodia Qualité Saha. Elle nous parle un peu justement de ce processus de normalisation et des difficultés que rencontrent les PME au Burkina Faso pour justement certifier leurs produits. Nous l'écoutons et nous revenons sur le plateau. Comme donc je vous le disais, le tissu économique même de l'UEMOA est basé sur les PME-PMI et la plupart de ces PME-PMI sont dans la transformation agroalimentaire. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'agro-industrie et ce sont ces entreprises qui, pour la plupart, en tout cas, ont besoin de ces normes-là parce que la plupart essaient d'exporter leurs produits à l'extérieur. Et de plus en plus, ces normes sont demandées parce que le partenaire demande si les entreprises sont certifiées ou pas. Parce que le codex, c'est international et les exigences du codex sont là et recommande à chaque entreprise pour assurer la sécurité sanitaire des aliments de mettre en œuvre la démarche au minimum. Le minimum qu'on demande, c'est au moins la démarche HACCP, donc une certification HACCP. Et beaucoup de nos entreprises, comme ce volet de la normalisation, c'est quand même un peu nouveau pour nous
les pays africains et surtout le Burkina, parce que je peux dire que c'est depuis 2000, dans les années 2001, que ces questions sont arrivées ici. Et les entreprises, le temps qu'on implémente la culture de qualité, je vous le disais, on est allé carrément vers les 2006. Les entreprises savent le besoin parce que de plus en plus, les questions de la qualité sont les entreprises, les consommateurs étant exigeants. Donc les entreprises demandent, les clients demandent le certificat et beaucoup d'entreprises sont obligées de se tourner vers des structures pour nous, comme nous, pour nous demander « Ah, mon client me demande le certificat HACCP. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous nous accompagniez, il faut que vous nous aidez. » Donc la demande est là et ce qui pose problème souvent, c'est peut-être que ces entreprises souvent n'ont pas de grands moyens pour mettre en œuvre ces aides. Nous faisons l'accompagnement, c'est vrai, mais il y a un coût pour le certificat, parce que le certificat est international, il y a un coût et le thème consacré, c'est de la fourche à la fourchette, donc depuis les champs jusque dans l'assiette du consommateur. Et nous savons que les productions, il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'utilisation de pesticides parce que vous êtes sans ignorer que les producteurs, souvent, c'est des paysans qui ne sont pas allés à l'école, donc qui ne savent même pas lire les pesticides utilisés, ne savent pas les fiches techniques. Et donc, souvent, ça pose un vrai problème de sécurité alimentaire, sécurité sanitaire des aliments. Et donc, pour le cas de Fass Bagré, en tout cas, l'entreprise Sodia Qualité a fait un travail dans ce sens en accompagnant des producteurs maraîchers pour l'utilisation, la bonne utilisation des pesticides, parce que ça devient à la fin un problème de santé publique. Si les gens ne savent pas les fiches techniques, ne savent pas comment manipuler les produits, elles-mêmes, ces personnes sont exposées à ces produits, et les produits qui sont produits aussi ne sont pas des produits sains pour les consommateurs. Donc c'est ce travail que nous essayons de faire, et ça ce n'est qu'un petit échantillon, et nous savons que ce n'est même pas à l'échelle seulement du Burkina, je dirais que c'est à l'échelle de l'Afrique, et beaucoup de gens sont dans ce besoin, parce que l'expérience que nous avons faite déjà nous dit qu'il faut interpeller les gens, parce que d'ici quelques années, la population aurait de vrais problèmes de santé publique parce que nous mangeons des choses que nous ne savons pas ce que ça contient. Retour sur le plateau de l'intelligence du monde après ce tour au Burkina Faso. Alors, je viens avec vous, Monsieur Sagné, parce que Madame Fatimata met le doigt sur un autre problème. Il y a plein de PME au Burkina qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire comme Thierry Niamen, qui sont bloqués parce que parfois, quand ils veulent collaborer avec des clients, on leur demande ce certificat, on leur demande la certification. Mais apparemment, ça a un coût, ça coûte cher. Comment on règle ce problème-là? Ça veut dire que vous avez des toutes PME qui font peut-être des produits d'excellente qualité, mais n'ont pas, comme elle le dit très bien, des moyens pour aller respecter ces procédures, parce que ce n'est pas gratuit d'avoir une certification. Tout à fait. Les normes ne sont pas gratuites, les normes sont commercialisées. Même la Nord au Cameroun vend ces normes. C'est une démarche, je pense que les entreprises doivent être accompagnées, notamment par des institutions publiques, pour aller vers l'exportation. C'est-à-dire que, puisque ça demande de respecter un certain nombre de normes, les PME ne peuvent pas, n'ont pas la surface financière pour acheter les différentes normes. C'est bien pour cela que les multinationales qui arrivent les écrasent facilement. Donc, notre économie doit pouvoir protéger nos PME et travailler à l'accompagnement de nos PME. Oui, c'est un peu le travail que fait Sodia Qualité au Burkina Faso avec Madame Fatimata. Il faut dire qu'au niveau du Cameroun, c'est un travail d'accompagnement, oui. Voilà, au niveau du Cameroun, nous avons un handicap. La loi portant charte des investissements de 2002 prévoyait la création de l'agence de promotion des exportations. Nous sommes en 2002. En 2018, elle n'existe pas toujours. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà la question qui est au cœur du débat. Ouais. C'est-à-dire que l'État doit prendre aussi ses engagements. C'est-à-dire que ça doit être une question de patriotisme économique. L'État doit se décider, d'ici à 2020, je dois accompagner 50 PME à l'exportation, à l'international. Parce que ça participe aussi de la promotion
de l'image de marque de notre pays et du Made in Cameroun à l'international. Je vais écouter Thierry Niamène après ce qu'on a vu après l'examen du Burkina Faso. Qu'est-ce que cela vous inspire, les propos de Mme Fatimata? Elle est dans son rôle et je pense qu'elle a dit des choses, c'est clair. Il y a une démarche minimum. Il ne faut pas croire qu'on veut faire des produits de mauvaise qualité. Non. Et elle a dit quelque chose, les normes coûtent cher. Et c'est la même chose dans nos pays, les normes coûtent cher. Plus particulièrement au Cameroun, nous avons au niveau de la NOR qui est déjà en train de... Qui est l'agence de normalisation, oui, et de la qualité, oui. Qui discute déjà avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure accompagner un certain nombre de PME. Je fais partie de cette liste où la demande est en suspens, où on est en train de voir comment est-ce qu'on peut mettre des coûts acceptables. Et c'est là où l'État doit jouer son rôle. L'accompagnement ne doit pas être théorique. Et je vais vous dire une chose. Peut-être on parle de l'export, mais je peux vous assurer que si les Africains consommaient leurs propres produits, ce serait déjà... Ce serait extraordinaire. Ça va être un autre pan de l'émission. Là, justement, avant de parler des sports, on a un pan où on va effectivement parler de la consommation locale, parce que ça, c'est aussi un problème auquel vous faites face. Mais je voulais, avec vos permissions, puisqu'on a parlé de la NOR, qui est l'agence des normes et de la qualité au Cameroun, qu'on aille toujours au Burkina Faso parler là-bas de l'ABNORM, qui est l'agence effectivement de la normalisation, de la métrologie et de la qualité au Burkina Faso, où nous avons rencontré un des responsables de cette institution qui nous partage un peu l'expérience du Burkina Faso sur la question. Et vous allez voir qu'ils sont un peu avancés par rapport à certains autres pays africains. Nous le suivons et nous revenons sur le plateau de l'intelligence du monde. L'ABNORM a jusqu'à ce jour élaboré jusqu'à 616 normes au niveau national. Parmi ces normes, nous dénombrons 196 normes qui sont essentiellement focalisées sur les produits agroalimentaires. Parmi ceux-là, je pourrais citer les produits oléagineux, les céréales, les fruits et légumes, les produits animaux et les produits de la pêche. Il y a des normes particulières pour des produits tels que le sésame, les haricots verts et le beurre de karité. Donc voici, en quelques mots, la situation sur les normes en matière agroalimentaire au niveau du Burkina Faso. Je viens de vous relater les différents éléments de l'infrastructure qualité. Donc les trois éléments les plus importants et qui sont focalisés sur les activités agroalimentaires sont les éléments tels que la normalisation, dont je viens de dire, on vient de faire le point sur les normes et les produits qui sont concernés par les normes agroalimentaires. Il y a également une deuxième activité que l'ABNORM a développée. Il s'agit de la mise en place de l'Organisme national de certification des produits. L'ABNORM a dans ce domaine élaboré, mis en place une marque de conformité dénommée la marque NBF. Cette marque NBF, une fois apposée sur un produit, donne la confiance dans le consommateur, dans la qualité de ce produit. C'est un domaine de certification qui est dénommé la certification volontaire. Donc les entreprises viennent par elles-mêmes faire une demande auprès de l'ABNORM. On vient de rappeler également que l'ABNORM a, dans ce processus-là, formé des auditeurs au niveau national qui sont chargés d'auditer les entreprises et de produire ce qu'on appelle des rapports d'audit. Donc, sur la base de ces rapports d'audit et des analyses en laboratoire, le Comité national de certification dans le domaine concerné se réunit et délivre ce qu'on appelle l'attestation de certification, qui donne droit à l'entreprise d'apposer la marque qualité sur son produit. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant la certification au niveau du Burkina Faso. Il y a également, comme troisième activité très importante qui s'intéresse aux entreprises agroalimentaires, c'est l'activité de contrôle d'entreprise. Donc le responsable de la première mise sur le marché d'un produit doit s'assurer que le produit qui est mis sur le marché est de qualité. Et pour cela, il doit mettre en son sein un système d'autocontrôle pour s'assurer que les produits qui sont mis sur le marché sont de qualité. Dans ce domaine, l'ABNORM a mis en place ce qu'on appelle l'inspection des entreprises agroalimentaires. Les produits qui sont concernés au niveau de l'inspection sont les produits tels que, pour les unités de production telles que les unités de production d'eau, les unités de production d'huile alimentaire et les unités de production de jus de fruits. Donc à ce niveau-là, il y a des audits qui sont menés périodiquement au niveau de ces entreprises-là pour s'assurer que les produits qui sont mis sur le marché sont de qualité. Une équipe d'audit est envoyée sur le terrain au niveau de l'entreprise et élabore un plan d'audit, fait une réunion d'ouverture
et audite tous les éléments du système de production, depuis la matière première jusqu'au produit fini. Des échantillons sont prélevés au niveau de ces entreprises-là aux fins d'analyse. C'est à la suite de ces deux opérations que la déclaration de conformité est menée par ces équipes pour dire si l'entreprise est conforme à la réglementation. Et il convient de rappeler également que la norme qui est concernée ici, c'est le code d'usage que j'ai nommé le HACCP, le Hazard Analytical Critical Control Point, ou encore l'analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise. Donc, ce référentiel-là doit être mis en œuvre par les entreprises. Donc, c'est conformément à ce référentiel qui est mis en place par le comité du Codex Alimentarius que nos agents font la déclaration de la conformité. Et à l'issue, il y a un certificat de mise à la consommation qui est délivré à l'entreprise concernée. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde, on vient de suivre un peu avec vous ce qui se passe du côté de Burkina Faso. On voit bien que là-bas aussi, il y a un travail qui est fait. Il y a une réelle volonté, effectivement, d'accompagner, comme on disait tout à l'heure, les entreprises locales à pouvoir certifier leurs produits, à pouvoir justement afficher un label qualité à leurs produits. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite réagir par rapport à ce que vient de nous dire M. Djakai Ridja? Voilà. Oui, je souhaiterais réagir là, parce que finalement, c'est pratiquement la même chose. Même ici au Cameroun, il y a un certificat de conformité qui est délivré quand la norme descend sur le terrain. Quand on vous mettre, par exemple, la norme NC, ce qui me semble important, c'est de trouver un moyen de trouver une norme à l'Afrique. C'est-à-dire que la norme qui a été faite au Burkina ou au Nigeria voisin, parce que quand un produit qui va entrer au Nigeria, en venant au Cameroun, il faut qu'on s'arrime à ces normes et non d'aller au Codex Alimentarius. Moi, mon problème, c'est de l'autre côté. Nous parlons d'intelligence économique, des gens mettent des mécanismes pour pouvoir protéger leur marché. Nous devons protéger les nôtres. Est-ce que ces normes-là sont applicables avec cette police uniquement pour les locaux? C'est là où il y a la question. Parce que si ces normes sont appliquées uniquement, parce que c'est un peu comme on prend des poids lourds pour aller mettre avec des poids légers pour pouvoir faire une concurrence. Quand ils viennent sur le territoire, est-ce qu'on exige que tous les produits qui entrent sur le territoire africain, sur le territoire de tous ces pays où il y a la norme, est-ce qu'on vérifie ces produits qui entrent? Si ces produits qui vérifient, si ces produits entrent, nous devons trouver ce mécanisme de paiement devrait permettre de soutenir les locaux afin qu'ils s'arriment aussi à ces produits pour qu'il y ait une concurrence plus saine. D'accord. Alors, Madame Priso, qu'est-ce qu'on fait actuellement quand on voit qu'on est encore dans une forme d'imbroglio? Et là, on parle d'un domaine qui est tellement sensible, l'alimentation, qui est un domaine purement de santé publique. Alors, on a vu effectivement Madame Fatimata du Burkina Faso parler des pesticides et des dangers que cela peut entraîner dans l'alimentation. Aujourd'hui, on a des produits qui viennent de partout. On ne sait pas où ils ont été cultivés, on n'a pas de certitude. Et récemment, il y a eu la grande actualité dans le domaine agroalimentaire, c'est le scandale Lactalis avec ce fameux lait infantile contaminé. Donc, on n'est pas à l'abri et tant qu'on n'a pas d'instruments en Afrique comme on est là, c'est-à-dire que les Africains sont exposés à ce genre de danger. Oui, mais quand vous parlez même de ce scandale, c'est un peu, je ne sais pas si c'est un peu ridicule pour les États africains parce que vous vous rendez compte qu'un scandale comme celui-là, on n'en parle pas en Afrique. Si, on en parle un peu, pas juste assez. un peu. Ouais, le scandale en Europe, les produits sont là, envahissent le marché africain. Voilà. Et on ne connaît pas le nombre, moi personnellement, je ne connais pas le nombre de conteneurs de produits de Lactalis qui ont été contaminés. Qui continuent d'ailleurs, par exemple, à l'heure où on est en train de parler, on ne connaît pas le nombre d'enfants qui continuent de consommer le produit. Donc un sujet comme celui-là, dans un pays sérieux, on ferait comme avec le problème des céréales et tout ça contaminé aux pesticides qui a eu l'année passée le fipronil, où on a fait des descentes sur le terrain dans les États européens pour commencer à enlever. On a sorti une liste de produits qui ne devaient plus circuler, qu'on devait enlever des rayons. Mais en Afrique, rien n'est fait concernant les produits Lactalis. Non, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Il y a eu quand même des mesures qui ont été prises, il y a eu des notes d'interdiction. Peut-être que ce n'est pas suffisamment efficace pour vous. Et le gros problème, Thierry Niamen, c'est justement
l'absence d'information. Vous vous rendez compte qu'il y a des pays en Afrique où les gens ne sont même pas au courant de ce scandale. Voilà. Lactalis, parce que finalement, c'est un scandale qui est très médiatique. Mais comment on fait pour le relais du terrain? Pour la maman qui achète le lait de son enfant dans la petite boutique à côté, comment elle fait si elle n'est pas au courant qu'en fait ce lait est dangereux pour son enfant? Je veux parler, peut-être je produis, vous allez m'excuser parce que je suis dans les céréales infantiles, donc je suis très intéressé par ce sujet. Mais le scandale, c'est avant le scandale. Le premier scandale, c'est comment comprendre que toute une population africaine mange ce qu'elle ne consomme pas, donne à ses mange ce qu'elle ne produit pas. Oui, ce qu'elle ne donne produit à pas. Ses enfants. Donne à ses enfants ce qu'elle ne produit pas. Et comment peut-on attendre qu'il y ait un scandale pour penser que nous pouvons produire chez nous? On peut avoir des substituts à partir du lait, après le lait maternel, nous pouvons avoir des produits locaux capables d'apporter toutes ces solutions. Peut-être évidemment en apportant avec ce problème de lait contaminé, peut-être ça va attirer un peu l'attention de comprendre que nous nous penchons vers des produits tels qu'il peut avoir des répondants ou il peut avoir des substituts sur le plan local. Et c'est là où je voudrais poser la question, parce que quand on parle même du lait en poudre ou que ce soit de ces laits, comment est-ce que ces laits sont produits, à quel prix? Quand on regarde le prix unitaire et quelle la quantité de lait qu'il faut mettre à l'intérieur, vraiment, il ne faut pas être très intelligent. Alors, je vous propose, dans la deuxième partie, on va beaucoup parler notamment de cette concurrence ou bien de la nécessité du consommer local, du Made in Africa, parce que vous avez lancé une campagne Made in Africa. On va parler. Je voudrais qu'on termine notre tour de l'Afrique en allant au Togo. Nous avons rencontré le docteur Tchala Kazia, qui lui est chef de la division nutrition, technologie alimentaire et qualité des produits à l'ITRA, ça c'est au Togo. Et il nous parle effectivement de la nécessité et de l'importance d'avoir un certain nombre de mesures pour respecter justement la qualité des produits que l'on consomme. Nous l'écoutons et nous revenons sur le plateau avant la deuxième partie de cette émission. Le Togo est membre de l'Organisation mondiale du commerce, instituée par l'accord de Marrakech en 1994. Et par conséquent, il applique l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires. L'accord SPS de l'OMC autorise chaque État membre à prendre des mesures pour protéger la santé des consommateurs, pour protéger la santé des animaux, pour assurer l'innocuité des aliments et en général pour protéger son territoire contre l'invasion de prédateurs venant d'ailleurs. Dans le cadre de l'accord SPS de l'OMC, les pays sont invités à baser leurs mesures sanitaires et phytosanitaires sur les normes internationales ou sur des arguments scientifiques. Les normes internationales préconisées par l'accord SPS de l'OMC sont pour la sécurité sanitaire des aliments, les normes du Codex Alimentarius, pour la santé des animaux, les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale, qui a gardé son acronyme de OIE, et pour la santé des plantes, les normes de la Convention internationale pour la protection des végétaux. Sur la base de ça, il y a 3 cas de figure. Il y a les pays où la sécurité sanitaire des aliments est gérée par un organisme unique. C'est en particulier le cas des pays francophones, où vous entendez parler souvent de Food and Drug Administration, qui s'occupe seul de la sécurité sanitaire des aliments. L'autre cas de figure, c'est des pays où il y a une multitude d'organismes qui s'occupent de la sécurité sanitaire des aliments. Et c'est le cas de la majeure partie des pays d'Afrique francophone. Et le troisième cas de figure, c'est la présence de plusieurs organismes qui s'occupent de la sécurité sanitaire des aliments, mais avec une structure de coordination. Au Togo, nous sommes dans le deuxième cas de figure, où
la sécurité sanitaire des aliments est gérée par une multitude de structures. Et les principales structures sont la direction de l'élevage pour ce qui est de la sécurité sanitaire des produits animaux, la direction de la protection des végétaux pour ce qui est de la sécurité sanitaire de tous les produits végétaux qui ne sont pas transformés et l'Institut togolais de recherche agronomique pour les autres types d'aliments. C'est parce qu'il n'y a pas une structure unique de contrôle de cette sécurité sanitaire que pour les aliments qui ne font pas l'objet de contrôle par les autres structures, l'État a demandé à l'Institut togolais de recherche agronomique de s'en occuper. Mais les réflexions sont en cours et le pays, le Togo, veut se doter d'une agence nationale de sécurité sanitaire des aliments afin de pouvoir coordonner l'ensemble des activités liées au contrôle de la sécurité sanitaire des aliments au Togo. Nous sommes de retour sur le plateau après ce tour au Togo. On se rend compte, Thierry Niamène, quand on écoute du Togo au Burkina Faso, en passant par le Cameroun et même la Côte d'Ivoire, qu'on n'est pas encore prêt en Afrique par rapport à ces normes-là. On tergiverse et à chaque fois qu'on parle de normes, on se réfère à ce qu'on appelle la norme internationale, sauf que cette norme internationale a souvent été faite, dans la plupart des cas, sans l'implication de l'Afrique. Donc, ça pose un problème. Bien évidemment, ça pose un problème et je pose toujours la question, où se trouve l'ennemi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous défendons nos intérêts, s'il faut parler d'ennemis? Est-ce que c'est pour les intérêts des pays africains que nous allons vers ces normes? Les normes doivent exister. Nous ne pouvons pas accepter. C'est un problème de santé publique, comme vous l'avez dit. Mais il est important de savoir qui est la priorité. On le fait pour qui? Si on le fait pour nos peuples, pour nos populations, pour défendre l'industrie locale, pour lutter contre l'augmentation du chômage, pour pouvoir protéger et diminuer la balance commerciale qui est déficitaire, nous allons nous rendre compte, comme le font d'autres pays, qui mettent des mesures de protection chez eux pour défendre leurs intérêts. L'Afrique doit penser d'abord à elle-même. D'accord. Oui, M. Sagné, sur la question, ça veut dire qu'il y a un travail à faire à la base. Est-ce qu'il faut aller, c'était le débat aujourd'hui, vers penser à des normes sous-régionales? Au moins, on pourrait imaginer des normes ne serait-ce que pour l'Afrique centrale, des normes pour l'Afrique de l'Ouest ou bien des normes pour tout le continent africain. Toujours est-il qu'il va falloir à un moment donné qu'il y ait ces normes-là qui existent et surtout que les Africains se les approprient au lieu d'à chaque fois d'aller chercher des références qui ont été faites sans eux. Je partage totalement ce point de vue-là. Je pense qu'avoir 54 pays africains, 54, chacun définit ses normes, ça devient difficile et c'est un obstacle. Mais c'est un peu ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. International, tout à fait, tout à fait. Donc, chacun essaye de faire, de bricoler comme il peut, ce qu'il peut, mais à la limite, aujourd'hui, le marché africain qu'on appelle de tous nos voeux risque de ne pas être possible. S'il faudra, pour faire entrer son produit en Côte d'Ivoire, au Tchad ou en République centrafricaine, repasser par une procédure de normalisation. Et déjà, si chaque pays définit ces normes, ça veut dire qu'il n'y a pas, ces normes ne se ressemblent pas. Donc à chaque fois, il va falloir reprendre le même processus. Et on relevait déjà en première partie d'émission comment c'est difficile pour les petites PME que nous avons de pouvoir acheter les normes. Donc le processus de normalisation est un processus qui est coûteux. Donc si à chaque fois que je vais vendre au Tchad, au Gabon, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, je dois reprendre le même exercice, c'est tout simplement impossible. Là, il faut penser global. Alors, Thierry Niamène brûle d'envie qu'on passe à cette partie de l'émission. C'est la deuxième partie de l'émission. Vous savez que certains pays africains, notamment, sont en plein dans ce qu'on a appelé les accords de partenariat économique, qui parlent de l'ouverture de ce marché-là, d'échanges et tout. Nous allons, madame, monsieur, marquer une pause et nous revenons dans cette deuxième partie pour parler justement de cette norme face aux APE et notamment de la production locale face aux accords de partenariat économique.
De retour pour la deuxième et dernière partie de cette émission de l'intelligence du monde. Alors nous allons nous attaquer à un autre sujet qui est très important, c'est celui effectivement qu'a essayé d'évoquer à plusieurs reprises Thierry Niamen. Et là, je vais commencer par Madame Priso, parce que vous avez lancé au niveau de l'ABDIC, si je ne m'abuse, une campagne Made in Africa. Alors parlez-nous de cette campagne Made in Africa. Avec plaisir. Parce que la campagne Made in Africa, le symposium international que nous lançons, que nous ouvrons bientôt. Ce sera du 5 au 7 avril 2018. Tout à fait. Voilà. Tombe en plein cœur des préoccupations de l'émission d'aujourd'hui, où justement il est question, pendant ce symposium, de débattre de tous les contours, en fait, de débattre vraiment des facteurs freinants, des limites que, je ne veux pas dire nos États, mais qui sont imposés à la valorisation du Made in Africa. Made in Africa, pas Made in Cameroun, parce que, comme on peut le voir avec les différents extraits qu'on a eu aujourd'hui, la plupart, sinon tous les pays africains, sont confrontés aux mêmes difficultés quant à la valorisation de leur production locale. Donc, c'est un peu ça l'objet du symposium, la vision qu'on a eue lorsque... Enfin, dans le symposium, vous êtes à l'étape de débat. Vous invitez des gens qui vont venir essayer de débattre et on espère que de là sortira des propositions. Oui, mais pas que de débat, parce que vous savez, le symposium se veut aussi une sorte de démonstration du savoir-faire africain. Donc, à part les débats, on a un espace... exposition, démonstration en fait du Made in Africa, parce qu'il est question de convaincre. L'enjeu du symposium, c'est vraiment les consommateurs, parce que le problème des productions locales aujourd'hui africaines, ce sont les consommateurs qui sont un peu bluffés par tout ce qui vient d'ailleurs. Il est question de leur montrer en termes d'idées et en termes de réalité qu'on peut toucher avec les différentes structures qui seront là pour exposer, pour faire des démonstrations, que le Made in Africa a son prix. Il est valable et il est consommable, il est affichable partout. On peut le retrouver aussi bien au marché traditionnel que dans Carrefour, par exemple, qui a ouvert récemment. D'accord. Alors Thierry Niamen, on touche là depuis un peu un secteur qui vous intéresse. Les accords de partenariat économique veulent dire qu'aujourd'hui Thierry Niamen, avec sa marque Tanti, peut aller vendre en Europe, puisque les accords sont avec l'Union européenne, mais surtout que les multinationales européennes peuvent continuer, c'était déjà le cas, mais cette fois-ci plus facilement, à envahir le marché africain. Alors comment est-ce que vous avez accueilli justement ces accords de partenariat économique qui, doit dire en passant, sont encore en négociation dans certains pays, mais un pays comme le vôtre, qui est comme le Cameroun, a déjà signé une partie de cet accord? Bien évidemment, mon point de vue n'a jamais changé depuis la signature de ces accords. C'est déjà signé, il faut faire avec. Pour le cas du Cameroun. Mais pour moi, c'est un marché de dupes. Nous avons accepté d'être le comptoir des autres pour pouvoir exposer leurs propres produits en oubliant même nos recettes douanières qui nous aidaient à pouvoir développer, à construire des écoles. Oui, mais on vous répond que c'est la mondialisation, c'est l'OMC, c'est les règles. Les États africains ne vivent pas en vase clos. C'est le processus de libre-échange. Bien évidemment, mais est-ce que vous savez qu'en même temps, ils ne peuvent pas signer les mêmes accords avec la Chine, ils vont se sentir bien envahis. Ils ont compris là où se trouvait le jeu, là où se trouvait le point faible, parce qu'en réalité, la Global Trade Alert qui se trouve au niveau des États-Unis a signalé 1280 mesures de protection dans leur propre pays. La France est à 300. On peut regarder, quand on voit le hit parade de ces pays, des mesures qu'ils prennent pour que les produits n'entrent pas chez eux. Pour protéger leurs entreprises, protéger leurs agriculteurs aussi. Voilà, on se pose la question, ceux qui ont signé, ils servent quel intérêt? Mais ce n'est pas là le débat. Pour moi, c'est déjà fait. Le consommateur africain doit savoir que le pouvoir se trouve dans son porte-monnaie. C'est lui qui décide parce que c'est nous qui finançons les usines qui tournent pour revenir. S'ils viennent avec tous ces conteneurs et on n'achète pas, je pense qu'ils vont rentrer. Mais malheureusement, comme a dit Mme Priso tout à l'heure, c'est que le consommateur est tellement bluffé par toutes ces multinationales qui nous assaillent avec des publicités, qui nous font miroiter à travers des packaging. Mais je crois qu'à travers ce symposium, nous allons montrer aussi que le Made in Africa a sa place, pas seulement sa place
en termes de slogan, mais en termes de packaging, en termes de qualité, en termes de disponibilité. Malheureusement, ce marché est un marché de dupes, comme je l'ai dit. Il y a des choses qui ne vont pas et il faut battre. Alors, Monsieur Priso, sur la question, on parle beaucoup du Made in Africa, mais pas Monsieur Sagné, autant pour moi. Sur la question, on parle beaucoup du Made in Africa. Comment on fait pour le promouvoir? Comment on fait pour que les Africains consomment ce qu'ils produisent? Parce que ça aussi, c'est un gros problème. Vous avez aujourd'hui au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, des entreprises locales, notamment dans le secteur agroalimentaire, qui font des produits, mais qui ont du mal à avoir des parts de marché conséquentes, parce que si on prend par exemple le domaine du lait infantile, 99% du marché est envahi par justement des produits locaux, des produits importés autant pour moi. Comment on fait pour consommer ce qu'on produit? Alors, je dirais déjà que nous ne pouvons pas espérer là maintenant sur le patriotisme économique, de des citoyens africains. On voit bien que ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? On ne va pas juste voir que ça ne marche pas. C'est quoi selon vous la raison? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai envie de dire que le marché américain appartient d'abord aux Américains et vous voyez bien qu'il y a une forme de fierté à consommer les produits américains par les Américains. Pourquoi en Afrique on a du mal à imposer cela? Alors c'est d'abord en termes de qualité. Il faut qu'on commence par là, parce que vous allez voir que ce n'est pas seulement la publicité dont évoquait M. Niamène tout à l'heure. Lorsque vous allez dans les brocanes ne font pas de publicité. Et pourtant, beaucoup de personnes achètent dans les brocanes. Lorsque vous posez la question, ils vous disent que c'est gage de qualité. Donc, je pense que le consommateur africain, c'est d'abord quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et lorsqu'il dépense son argent, il aimerait acheter un produit de bonne qualité, qui dure, etc. etc. Donc vous sous-entendez que les produits africains ne sont pas de bonne qualité? Je ne le sous-entends pas. Je souhaite que les produits africains soient des produits qui soient irréprochables en termes de qualité. Que les produits africains soient même meilleurs en termes de qualité. Moi, ce que je souhaite, c'est que M. Niamène, par exemple, profite de la crise de Lactalis, par exemple, pour faire connaître davantage ces produits et dire aux parents qui achetaient les produits Lactalis, alors voici le produit de rechange. Je pense qu'on peut profiter aussi du malheur des autres pour être heureux. Donc je pense que c'est parce que les multinationales, les autres, ils savent toujours où frapper. Et nous, on est toujours en attente. On attend, on voudrait que les choses se passent bien. Il faut qu'on comprenne que nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre économique et tous les coups sont permis. Et chacun doit pouvoir trouver les moyens pour pouvoir vendre ce qu'il a à vendre. Moi, ce que je souhaite, moi personnellement, c'est que nos produits soient consommés chez nous, mais aussi à l'étranger. Et il faudrait qu'on commence d'abord par avoir des produits de très bonne qualité. Et par la suite, on va donc piquer sur la fibre du patriotisme économique en disant, voyez-vous, il y a la qualité. Et acheter un produit, par exemple, fabriqué au Cameroun, permet de créer 2 emplois par-ci, 3 emplois par-là. Voilà les éléments sur lesquels on peut, par exemple, appuyer pour pouvoir changer la donne. Je vais rapidement donner la parole à Mme Priso parce qu'elle prend point de note et je pense qu'elle n'est pas du tout d'accord avec vous parce que je l'ai vu réagir. Sur certains points, quand même, il faut le dire. Parce que le problème avec la consommation des produits locaux, ce n'est pas un souci de qualité. Parce qu'on a un nombre incroyable de produits qui nous viennent importer, qui ne sont pas de bonne qualité. La preuve avec le scandale Lactalis. Si c'était un problème de qualité, c'est que les consommateurs africains ne se tourneraient pas autant vers les produits importés parce que jusqu'à preuve de contraire, on n'a aucune structure qui nous garantit la qualité de ces produits. Moi, c'est mon avis personnel. Et puis, je pense qu'il y a aussi ce problème de déformation du goût que les Africains subissent. Aujourd'hui, on a de bons producteurs qui transforment le cacao en chocolat. Mais parce qu'on a été habitué au goût du Lindt, du Ferrero Rocher, on ne peut pas apprécier la qualité de nos produits. Surtout au goût de la publicité. En fait. Et malgré tout ce qu'on pourra dire aux consommateurs africains sur la qualité même de ce chocolat étranger, parce qu'il a été rabattu à longueur de journée par justement le problème de publicité, il a tendance à préférer le produit importé. Au-delà de ça, je pense que l'Afrique a
il y a un enjeu qui doit se situer au niveau de l'éducation, de l'orgueil qu'on doit inculquer à nos consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à un Chinois de ne pas manger son produit chinois parce que ce n'est pas de bonne qualité, il va vous rironner. Il va vous rironner en vous disant que mais ses ancêtres ont mangé pendant des décennies, des millénaires, ils n'en sont pas morts. C'est pareil pour un Libyen, vous n'allez pas voir un Libyen venir s'installer dans un restaurant camerounais. Il consomme patriotique parce qu'il sait que l'économie va tourner chez lui. La consommation patriotique n'a rien à voir avec la qualité ni même le prix. Quand on prend par exemple le cas de la France, moi aujourd'hui, bon, j'ai arrêté de regarder la télé pour des raisons personnelles, mais les publicités nous rabâchent les oreilles, les publicités françaises nous rabâchent les oreilles à la consommation patriotique. Mais on sait que consommer patriotique, ça coûte cher. Parce qu'il faut consommer bio, on vous dit comment c'est bon pour l'économie, parce que c'est ci, parce que c'est ça. La qualité est du côté de l'Afrique. Hein. Moi, je suis convaincue que la qualité est du côté de nos produits, parce que s'il faut s'arrêter sur le problème de qualité, les produits qui viennent d'ailleurs, on n'a rien pour les contrôler. C'est de qualité, ça ne l'est pas. Mais il y a un problème d'éducation, il y a un problème d'extraversion des consommateurs locaux, des consommateurs africains, qui, sans aucune base, on vous rabatte. On a eu ce même problème lorsqu'on a commencé la campagne avec Carrefour. Les gens nous ont dit non, les produits Carrefour, les produits importés sont de bonne qualité, mais ce sont des foutaises. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas de bonne qualité, mais on n'a rien pour certifier cela. Tout simplement parce que c'est importé, c'est made in France, made in USA, ça bluffe. Non, il y a un problème de complexe. Thierry Niamène sur la question. Oui. Là, bien évidemment, vous êtes certain que je ne suis pas d'accord avec mon co-panéliste quand il parle de la qualité des produits africains. D'abord, du bio, c'est l'Afrique. Quand on parle bio, c'est l'Afrique. Vous savez, tous les scandales qu'il y a, par exemple, des produits OGM et de la manière. Oui, et le Monsanto avec du Roundup. C'est pas là le débat. Le débat, c'est que il y a une certaine classe moyenne chez les Africains qui sont des adeptes ou des représentants ou retranscrivent ce qu'ils ont porté de l'autre côté pour pouvoir l'imposer chez nous. Il y a non seulement ce complexe, mais bien évidemment, il y a ce côté dignité, de dire quel est mon produit, quelle est la valeur que je donne à mon produit. Nous faisons des produits de qualité. Nous avons fait des études chez eux, nous étions les meilleurs, et il est impensable que je fasse un produit au rabais. Je le dis et je le redirai encore. Mais ce n'est pas là le fond. Le fond, c'est que quand un Africain est complexé face à son propre produit, il devient un danger pour sa propre population. Il existe des achats militants. Et quand un produit est de qualité, il faut que les Africains apprennent à lire les étiquettes. Même ces Européens qui viennent nous vendre chez nous, ils écrivent exactement ce qu'ils mettent sur l'étiquette. Mais comme on ne comprend absolument rien là-dedans, on se rabat pour une histoire d'étiquetage. Mais en termes de packaging, l'Afrique a énormément évolué dans l'appréciation des produits qu'on présente à la population. Mais quand c'est nos propres compatriotes qui se mettent à douter sur cet argument, pendant que sont ces Européens, quand ils viennent ici, ils ramassent nos propres produits. Parce que le chocolat, par exemple, dont on a parlé, on sait les meilleurs cacao viennent d'Afrique, les meilleures bananes viennent d'Afrique. Vous allez voir Choco Togo, permettez-moi de citer que vous avez, qui passait à l'émission tout à l'heure, qui fait des choses. Quand on parle du vrai cacao, c'est chez nous. Ailleurs, on met 2% et on signale que c'est on signale que c'est du chocolat. Moi, je dis bien, quand on regarde au niveau de la valorisation des produits agricoles dans les pays africains, la qualité, c'est chez nous. Mais ce n'est pas fini. Il faudrait qu'on apprenne à comprendre où se trouve l'enjeu. Tant que l'argent ne circule pas dans notre propre pays, nous sommes morts et nous n'allons pas penser. Nous sommes... Il y a quelqu'un qui a signalé « consommons local ou alors crevons en silence ». Et ça, moi, je suis très d'accord avec cela. L'Africain, nous ne pleurnichons pas. Le producteur africain ne pleurniche pas qu'on achète son produit. Il présente son produit et il demande de voir en termes de valeur. Les comparaisons les plus fictives qui existent sur le terme ISO, la qualité, non. Ce n'est pas là-bas que se jouent des choses. Nous devons comprendre que si l'argent ne tourne pas autour de nous, la création de la chaîne des valeurs, et en termes de chaîne de valeurs, c'est de savoir, quand j'achète un produit local, il y a un certain nombre de personnes qui se trouvent dans la chaîne qui vivent de ce produit. Et il y a une influence indirecte de ces personnes sur ce que je produis. Et moi, je pense que les Européens eux-mêmes ont compris.
Bien sûr, vous voyez aujourd'hui, peut-être pour mettre de l'eau dans vos moulins, vous voyez aujourd'hui tous les pays, par exemple la France, qui est un pays qu'on aime prendre en exemple, qui fait des grosses campagnes pour consommer français, pour amener les Français à consommer français. Il faut préciser que ce et consommer finalement, français est plus cher que de consommer voilà, importé. et ça coûte beaucoup plus cher de consommer c'est français comme que de ça dans tous consommer les pays, importé. hein. Moi, je voulais voir avec vous, Monsieur Sani, parce que tout à l'heure, vous avez mis le point sur un problème qui me semble être important, c'est le problème de la qualité, mais il y a aussi un problème de développement. Ça veut dire que si on continue à faire croire aux Africains aujourd'hui que la qualité vient d'ailleurs, on oublie nos propres industries. Parce que vous voyez, je prenais tout à l'heure, avant le début de l'émission, l'exemple de l'industrie, par exemple, de la fabrication des cahiers. Vous avez des entreprises qui ont été détruites du fait de l'importation, alors qu'il y a une capacité de production locale qui est là, qui peut satisfaire le marché et même au-delà, mais qui est détruite juste parce qu'on est dans une logique d'importation. Et quand vous voyez ces cahiers importés, ils ne sont pas de meilleure qualité, malheureusement, mais ils sont juste importés. Donc je pense qu'il y a un problème aussi de souveraineté économique qu'il faut relever, vous qui faites de l'intelligence économique. Il y a un problème de souveraineté économique, mais là, si on évoque la question de la souveraineté économique, c'est l'État qui est indexé. Lorsqu'on parle de la question de la qualité, ce n'est pas la question de la qualité de mon point de vue. C'est du point de vue de ceux qui achètent, des consommateurs. Interrogeons-nous. Pourquoi les Camerounais ont tendance à acheter des produits étrangers? Ce n'est pas pour la qualité, je peux vous garantir que ce n'est pas pour la qualité, c'est parce qu'ils ne savent pas. C'est parce qu'ils sont complexés. Ils ne savent pas, ils sont complexés. Je vais vous dire, on peut prendre 10 000 exemples dans différents domaines. Oui. Si vous prenez par exemple des produits qui sont faits dans le domaine des pâtisseries et tout, vous avez les meilleurs produits, le meilleur blé, il vient d'ici, mais les gens sont complexés, c'est juste qu'ils ne savent pas. En termes de qualité, je pense que dans le secteur agroalimentaire, c'est difficile de trouver mieux qu'en Afrique. Quand vous prenez la plupart des pays africains en termes de produits de qualité, s'ils sont transformés ici, ce sont des produits d'excellente qualité. Même sans Moi, ce que je voudrais peut-être ajouter, ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il y a un besoin d'éducation. Nous devons éduquer, nous devons éduquer nos populations à apprécier ce que nous avons. Je suis certain, si vous prenez un avion et on vous sert des arachides et du maïs bouilli, vous allez trouver que on ne vous valorise pas assez. Enfin, ça mais le jour où vous allez prendre la première classe dans une compagnie étrangère et qu'on va vous servir du maïs avec des arachides bouillis, vous allez trouver que c'est très beau, c'est très bien. Donc en réalité, c'est un problème d'éducation. On doit d'abord éduquer nos populations à reconnaître ce qui est bien. Je voudrais prendre l'exemple, si vous le permettez. Je voudrais prendre l'exemple du poivre de Penja. Avant 2013, avant que Penja, c'est dans le littoral du Cameroun. Ouais. Avant que le poivre de Penja n'ait l'indication géographique qui permet de valoriser le produit aujourd'hui, personne n'y accordait une importance particulière. Il y avait à peine une dizaine de producteurs du poivre de Penja, par exemple. Après, avec l'accompagnement de l'OAPI, le poivre de Penja aujourd'hui, en 2013, était dans les 300 tonnes de production. Aujourd'hui, on est bien au-delà. Le kilogramme était dans les 2500 francs CFA, 3000 francs CFA. Aujourd'hui, le kilogramme est à 14 000 francs CFA. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut accompagner les populations pour reconnaître ce qui est bien. Donc, on peut dire que ça ne va pas de soi. Ce n'est pas automatique. Il y a une nécessité, donc, de former les populations à lire les étiquettes, comme disait M. Niamen, pour acheter le Made in Cameroun. Le Made in Africa. Le Made in Africa, si vous voulez. Voilà. Alors Thierry Niamen, il n'y a pas que ce problème-là. Quand on discute avec nos consommateurs, ils nous disent on ne trouve pas les produits locaux dans les rayons. Ça, c'est un autre problème. Moi, j'ai discuté avec des gens quand on préparait cette émission pour leur demander, et ils me disent oui, je veux bien consommer des produits tantis, mais je ne trouve pas forcément ça partout. Il y a un problème de présence des produits locaux dans les rayons, notamment des grands espaces commerciaux. Oui, vraiment, c'est vrai qu'on ne trouve pas les produits africains dans les espaces de vente. Il y a un problème de distribution. Il y a un problème de distribution. Mais n'oubliez pas que, comme on a signalé, nous sommes en guerre. Ces espaces sont déjà achetés par des multinationales. Et quand ces espaces sont achetés, c'est pour empêcher
aux entreprises locales. Aux entreprises locales de pouvoir exposer ces produits. Vous savez, la distribution nécessite énormément de moyens. On devrait, j'avais déjà suggéré cela une fois dans un colloque où je demandais qu'il y ait des quotas. Il existe dans certains pays où il est interdit de ne vendre que les produits de l'extérieur et nous avons besoin d'une visibilité. Cette visibilité a un coût et pendant ce temps, on donne comment on appelle, on aide des entreprises extérieures, par exemple des grandes surfaces, à pouvoir s'installer en leur donnant des facilités, pendant que les locaux qui sont dans les grandes surfaces, c'est un problème de business. Mais dans ce business, l'État doit intervenir pour donner la possibilité aux entreprises locales d'avoir une présence. Mais il serait important de penser qu'il y a aussi ce problème d'orgueil. Où se trouvent nos intérêts, je le dis encore. Vous ne pouvez pas accepter qu'après, 60 ans après l'indépendance, qu'on nous dise que les Africains sont incapables de pouvoir limer deux petites tranches de morceaux de bois qu'on appelle cure-dent pour pouvoir importer en tonnes dans ces pays. Oui, parce que ce qui est quand même frappant aujourd'hui, c'est que dans la plupart des pays africains, des produits qu'on peut qualifier de basiques, parce qu'on est d'accord qu'on importe des choses qu'on ne peut pas produire, mais de là à importer du papier hygiénique, de la tomate, des babouches, des allumettes, du cure-dent, enfin on importe du n'importe quoi en fait, des mouchoirs de table, on importe tout et à contresens. Alors comment on règle ce problème? Parce que c'est bien beau de constater, mais comment on règle ce problème? À qui la responsabilité? On va dire l'État, mais comment on arrive à régler ce problème? Parce que l'État dit souvent la production locale n'est pas suffisante ou bien parfois on revient avec l'idée de la qualité. Non, vous savez, aujourd'hui la tendance, et ça s'est vu déjà avec le discours du président français en Tunisie, il y a une bombe sociale qui existe, c'est-à-dire ces jeunes, la population jeune qui presse les gouvernants à trouver des solutions uniquement dans l'entrepreneuriat pour favoriser l'éclosion des créateurs de richesses. C'est dans les créateurs de richesses qu'ils pourront avoir qu'ils auront même ce que je peux appeler leur butin politique. Donc, tant qu'on ne mettra pas l'accent d'accompagner les PME de pouvoir, qui sont des c'est là où il y a le gisement d'emploi. Donc, si ces PME ne sont pas accompagnées pour pouvoir produire et réussir avec réduire le gap d'importation, nous ne sommes pas contre les produits importés, mais dire qu'on doit être à 5% dans des grandes surfaces, il y a un problème. Vous avez soulevé un problème, mais vous avez oublié, par exemple, au niveau de la menuiserie, l'Afrique produit du bois. Le Nigeria a décidé en 2017 d'interdire l'importation du riz. On ne veut pas savoir là où ça vient. Le meilleur riz, il est africain. Pourtant, même ces producteurs chinois qui viennent produire du riz en Afrique exportent le riz africain, mais pour faire entrer leur propre riz. Preuve que nous avons des produits de qualité chez nous. Je pense que le débat ne devrait pas se faire dans un individualisme. Quand on ne pense qu'à soi-même, quand on ne pense pas aux générations futures, quand on ne pense pas à la protection de l'environnement, quand on ne pense pas à ces jeunes qui ont besoin d'emploi, qui ont besoin de se retrouver, vous allez comprendre pourquoi on entend qu'il y a l'esclavage en Libye où des gens prennent la route de la mer. Alors, je vais terminer avec vous parce que vous êtes le praticien sur le plateau. Ce qu'on nous dit aussi, notamment les grandes surfaces étrangères que nous avons rencontrées, c'est qu'il y a un problème de comptabilité et de code-barre. Vous allez nous expliquer avec les produits locaux. C'est pour cela qu'ils ont du mal, parce qu'on a fait un peu le tour pour demander à ces grandes enseignes internationales, mais pourquoi il y a très peu de produits locaux dans vos rayons? Et ils nous disent aussi ça, Thierry Niamem. Ça veut dire que vous avez un problème de comptabilité, vous avez un problème de code-barre. Il faut comprendre que chaque entreprise a une histoire. Et on ne peut pas demander à un jeune qui sort d'une école d'avoir l'ensemble de tout ce qu'on vous est en train de dire. Il est impensable de penser que tant qu'on n'a pas de code-barre, on ne peut pas vendre dans une grande... Ce ne sont que des petits prétextes pour pouvoir essayer d'évincer. Nous, par exemple, nous sommes déjà aux normes, mais nous ne sommes pas dans toutes les grandes surfaces. Nous avons des emballages au standing international, oui, mais nous ne sommes pas partout. Ça veut dire que le problème se trouve ailleurs. Il y a visiblement
vous pensez que les producteurs de l'autre côté, ils ont besoin d'envahir votre marché et ils utilisent leurs compatriotes pour trouver des moyens de pouvoir éliminer, sachant que dès qu'on va prononcer code barre, quantité, voilà, ils ne seront pas à la hauteur. Moi, je pense que chaque entreprise a une histoire. Eux-mêmes, ils ont commencé sans code barre. Et sans code barre, le code barre ne facilite. Le code barre, c'est juste une lecture numérique pour pouvoir faire une comptabilité. Et en termes de comptabilité, aujourd'hui, il y a des structures qui encadrent des entreprises pour pouvoir faire une comptabilité digne de ce nom. La compétitivité, ou tout du moins l'histoire des codes barres dont on peut parler au niveau des produits, ce ne sont que des prétextes. Et bien évidemment, il y a des problèmes. Nous, on ne peut pas dire qu'il y a des supermarchés qui font... À cause de ce problème-là, on ne va pas... Oui, à cause de ce problème, on ne va pas prendre... Vendre des produits locaux. Dans leur propre pays, ne peuvent pas accepter de retrouver des produits africains envahir leur supermarché, quelles que soient les quantités que vous allez apporter là-bas. Ils n'accepteront pas pour une question de dignité. Et ils vont vous trouver une autre raison. D'accord. Alors, Madame Priso, on va parler même déjà de la présence de ces grandes enseignes. Vous avez lancé une campagne contre Carrefour, même comme vous vous êtes ramolli. Il faut rappeler que Carrefour, qui est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la distribution, s'est installé déjà en Côte d'Ivoire, s'est installé au Cameroun et tout. Et ça a suscité des réactions, j'ai envie de dire, mitigées de part et d'autre. Il y a beaucoup qui ont salué cette arrivée. Et il y en a qui n'ont pas du tout apprécié, surtout que dans d'autres pays en Afrique, on a des grandes distributeurs africains qui sont là et qui ont déjà du mal à avoir des parts de marché. On a estimé que c'était une faiblesse, mais je dis encore, la réponse qu'il y a, c'est le libre-échange, mondialisation. Oui, j'aimerais revenir sur la campagne qu'on a menée contre Carrefour en mai 2016. On a été obligé de se ramollir dans cette campagne-là. Et c'est vrai, on assume, parce que dans le fond, ce n'était pas une si mauvaise décision, parce qu'on ne s'attaquait pas à la bonne personne. Vous l'avez dit, on a eu des réactions justement qui allaient pour et contre. Parce que quand même, on s'attaque à un problème où on se dit, on défend les citoyens et que ce soit ces mêmes citoyens qui nous disent que non, nous on veut Carrefour, il faut bien comprendre que le problème est ailleurs. Carrefour s'est installé partout. Mais ce que les consommateurs africains ne se demandent pas, c'est à qui profite cette installation-là. Et puis si on va plus loin, l'Afrique aujourd'hui est un peu victime de ce rythme de développement qu'on nous impose, qui n'est pas le nôtre. Thierry l'a si bien dit, tout a une histoire. Ces Européens, ces Occidentaux, ils ont eu le temps de faire leur premier pas. Ils ont eu le temps de construire leur histoire, de construire leur distribution et leur consommation. Et ils ne donnent pas l'opportunité à l'Afrique de construire leur histoire. On nous impose un rythme de développement qui n'est pas le nôtre. On nous impose des codes barres qui n'ont pas encore suivi le développement qui est le nôtre, qui tient compte de nos réalités. Et on se retrouve avec justement des supermarchés qui vont venir nous imposer des produits importés qui vont envahir. Oui, j'ai envie de dire, si c'était juste pour trouver des produits importés, on pouvait les trouver à Dove, on pouvait les trouver à Super U. Ça sont des marques, tout à fait. Des distributeurs locaux qui faisaient déjà ce travail-là, en fait. Tout à fait. Et vous vous rendez compte qu'avec la campagne, vous parlez de 5%, mais il n'y a même pas 2% des produits locaux dans les rayons. Mais il y a aussi le problème, quand on se dit, quand on se rend compte qu'on ne s'est pas attaqué à la bonne cible, c'est parce qu'il y a justement un problème d'approvisionnement. Et l'approvisionnement tient compte du fait que les producteurs ne sont pas accompagnés par l'État. Parce que tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est une question de volonté politique. Ça, il faut le reconnaître. S'il n'y a pas d'accompagnement de la part des politiques, les Africains ne pourront pas s'en sortir parce que justement, nous sommes en train d'avancer à un rythme vitesse grand V, où on n'a pas eu le temps de poser nos bases, on n'a pas eu le temps de faire nos Le monde va tellement vite. C'est pour ça qu'il faudrait que les politiques accompagnent. Il faudrait que les pouvoirs publics décident que non, on va imposer un quota de présence des produits locaux dans les supermarchés, de telle sorte qu'après avoir pris cette décision, on mette en place les mécanismes qui vont permettre à ces producteurs d'être présents, tant sur le plan de la qualité que de la quantité. Parce que tout ça, on ne peut pas juste dire, OK, pas de supermarché. Les gens, ils aiment bien voir un grand édifice tout beau comme Carrefour dans leur rue quand ils circulent. Mais tout ça devrait avoir un certain contrôle à la base. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, par exemple, des
un Thierry Niamen, par exemple, qui veut bien exposer, j'imagine il veut bien exposer partout, remplir tout un rayon de Carrefour. Mais est-ce que c'est possible en l'état? Alors, Thierry Niamen, vous êtes à Carrefour déjà? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Carrefour a fait une campagne en parlant du Made in Cameroun, et quand on parle des produits agricoles locaux, la transformation, il est bien évidemment, nous sommes là. Nous sommes là parce que nous devons être présents partout où il y a la distribution. Et nous invitons les Camerounais à aller à Carrefour prendre des produits camerounais. Mais il le faut. Oui, prendre des produits camerounais pour que cette grande enseigne qui est sur place comprenne que s'installer sur notre pays, ce n'est pas uniquement pour prendre des produits de l'autre côté et venir nous l'imposer. Voilà. Alors, M. Sagné, il y a ce problème qui revient, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est un peu dans un cercle vicieux. Quel est le rôle de l'État, en fait? Que doit concrètement faire l'État? Que peut-on attendre de l'État? Thierry a pris l'exemple du Nigeria, où à un moment donné, l'État avait décidé totalement d'interdire les importations dans plusieurs secteurs, ce qui a permis justement le développement de certains capitaines d'industrie dans ce pays-là et l'adhésion de la population à des produits. Parce que je dis, si on veut par exemple que les Ivoiriens consomment du chocolat ivoirien. D'ailleurs, il y a un jeune entrepreneur ivoirien qui a décidé de s'investir dans la transformation du chocolat localement, et je peux vous rassurer que ce qu'il fait est d'excellente qualité. Alors, quand on a ces initiatives-là, que doit faire l'État? Alors, sur la question de la responsabilité de l'État ou bien de l'action que l'État devrait faire, je dirais que l'État du Cameroun, depuis la enfin, fin pas l'État de du l'année... Cameroun seulement, ça veut dire, moi je veux qu'on parle de manière globale. Je vais prendre un exemple concret oui. pour dire que les autres États peuvent faire pareil ou aller sur cette voie-là. Fin d'année 2015, l'État du Cameroun décide de relancer son plan de développement industriel. C'est important, c'est-à-dire que tout ce que nous disons n'aura jamais de sens s'il n'y a pas un tissu industriel qui assure la production. C'est-à-dire qu'on peut constater qu'il n'y a pas de produits camerounais dans les rayons. Est-ce que nous produisons? Enfin, on produit, mais on ne produit pas suffisamment et dans tous les secteurs. Lorsque je veux acheter un vélo pour ma fille, est-ce qu'il y a un Camerounais qui en produit? Des capitaux qui sont dans ma poche vont sortir forcément. Donc, l'État a décidé de relancer la politique de développement industriel. C'est très important. Et pour la première fois, et je peux l'aborder de manière tout à fait officielle, l'État du Cameroun a introduit le vocabulaire intelligence économique. C'est vrai que ça l'était déjà un petit peu dans le DSCE, mais cette fois-ci, clairement, l'État du Cameroun dit « je vais aller vers l'intelligence économique ». Je peux en parler parce que c'est le sujet de ma thèse. Donc, c'est important. Je constate que l'État du Cameroun a certainement pris conscience qu'il fallait redynamiser le tissu industriel. Lorsqu'on parle du Cameroun en et du faisant Nigeria, quoi? Parce que moi, j'ai l'impression, parce que moi, il m'arrive d'être au Cameroun régulièrement, mais je ne vois pas grand-chose. Non, nous sommes... Je ne suis pas là, je ne suis pas mandaté pour défendre les intérêts du Cameroun, mais de l'État du Cameroun. Mais oui, c'est pour ça que j'ai du mal à partager votre enthousiasme. C'est peut-être une décision qui reste dans les textes, mais sur les faits, qu'est-ce que concrètement... Je pense que le PDI est encore au début, puisqu'en réalité, ce n'est qu'à la fin de l'année, fin d'année 2015, début d'année 2016, que le PDI a été... On est quand même en 2018. Oui, en 2018. Donc, si en 2 ans, on ne voit rien... Le processus de mise en œuvre est en route. Je ne maîtrise pas le calendrier. Peut-être Thierry qui est sur le terrain. Mais de toutes les façons, il y a une nécessité de mettre en place un tissu industriel ou bien de participer à la mise en place d'un tissu industriel. On n'a plus beaucoup de temps parce que la régie nous fait des grands signes. Thierry qui est sur le terrain. Oui, permettez-moi une minute de dire que c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que nous n'avons pas pris les choses comme ça devrait être. On ne peut pas parler d'un tissu industriel quand il n'y a pas de marché. On ne peut pas produire quand le marché est étouffé. Quand on a déjà plombé le marché avec des produits, automatiquement, toute personne qui produit, allez vous lancer dans l'industrie du cahier. Qu'est-ce qui se passe quand on importe en vous étouffant? Je pense qu'il y a un autre problème. On doit remarquer, on doit se poser la question, où se trouve l'impact de nos décisions? C'est sur le marché. Quand sur le marché, on ne trouve pas
Parce que ceux qui sont déjà sur place sont étouffés. Ce n'est pas en créant d'autres qu'ils auront de la place. Et tout ceci parce que les importations sont de façon incontrôlée, de façon massive et qui détruit carrément l'envie même de voir de tout entrepreneur de trouver une place au soleil. Voilà, je voulais peut-être, et on va terminer avec vous, Madame Priso, sur la question, parce qu'il y a là une école. Monsieur Sagné pense qu'il faut développer des industries, mais je veux dire, il y a déjà un marché qui existe, mais qui a du mal, où les producteurs locaux ont du mal. Si on prend un secteur, vous avez milité pendant quelques années, je parlais des découpes de poulets congelés, mais c'est revenu en grande pompe. Ça veut dire la filière avicole, elle doit forcément en souffrir. Pourtant, ce n'est pas des producteurs de poulets qu'on manque en Afrique, ils sont là nombreux, mais aujourd'hui, les découpes de poulets congelés reviennent. Alors, comment est-ce qu'on règle ce type de problème? Une fois de plus, avec la volonté politique. Parce que lorsque les pouvoirs publics ou que le politique aura décidé d'arrêter avec ces importations de poulet, il n'y a rien qui va empêcher le tissu national. Mais l'argument qui était revenu, si je ne m'abuse, une année, c'était que les producteurs locaux ne pouvaient pas produire assez pour satisfaire la demande. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ouais. Vous êtes quand même témoin de l'essor qu'a connu la filière avicole lorsqu'on a interdit officiellement les découpes importées. La filière avicole a pu non seulement desservir le territoire national, mais même conquérir les marchés alentours. C'est ce qui va se passer, ce qui doit se passer dans tous les autres domaines. Thierry l'a dit tout à l'heure. Une fois qu'on décide d'arrêter les importations, ne serait-ce que... Mais on ne peut pas décider. On est dans la mondialisation, c'est le libre-échange. Il y a l'OMC. Le droit de protectionnisme est connu à tous les États. On ne peut pas demander à un État de ne pas protéger son tissu économique, de ne pas protéger son territoire national. Ce serait contre nature même pour l'OMC. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, des mesures, par exemple, des États-Unis, qui a plus d'une centaine ou une millième de protection de leurs agriculteurs. Voilà, ce serait tout à fait... Et encore, ce serait de plus en plus... Ce serait d'autant plus légitime pour les États africains qui sont en développement, qui sont dans des situations économiques assez particulière de leur reconnaître un certain droit de protectionnisme. Voilà. Il faudrait que nos États arrêtent de vouloir se cacher derrière les lois OMC et tout pour dire on ne peut pas se protéger, c'est absurde. En tout cas, merci à tous. En 30 secondes, parce que... En 30 secondes, j'aimerais, s'il vous plaît, si vous me permettez, vraiment de lancer cet appel à l'intelligentsia africaine, parce qu'on en aura besoin pour le symposium. Le symposium est international, il est Made ouvert. in Africa, c'est du 5 au 7 avril, bien sûr. D'experts dans la réflexion et d'experts dans le savoir-faire. Le message est passé, on aura l'occasion encore sur Vox Africa de vous donner la parole parce que tout ce qui concerne l'Afrique nous intéresse. Donc, le Made in Africa, vous pouvez imaginer qu'on va soutenir aisément. En 30 secondes pour terminer. Oui, en 30 secondes, je voulais juste dire sur la question de l'OMC que nous aurions dû, lorsqu'on a signé ces accords, puisqu'on savait déjà qu'on était des États dans des situations particulières, introduit déjà... on peut les dénoncer, ce n'est pas parce qu'on a signé qu'on peut pas dénoncer. On peut les dénoncer, mais tant qu'on ne les a pas dénoncés, on ne peut pas en même temps signer et en même temps refuser de les appliquer. C'est ce que je voulais relever. Et je voulais relever enfin, et c'est mon souhait, c'est que notre diplomatie, c'est vrai que M. Niamey ne parle pas beaucoup du marché extérieur. Moi, je pense que c'est important aussi de oui, mais il y a déjà un problème. Vous n'allez pas aller à l'extérieur si même l'intérieur, vous ne pouvez rien faire. Je veux dire, je comprends bien ce que Thierry Niamey dit. Ça veut dire qu'il aimerait déjà pouvoir conquérir son marché interne avant de passer à l'extérieur. Sauf que le marché interne, il n'arrive même pas, en fait. C'est ce que tout le monde fait. On commence à maîtriser le local avant de s'attaquer. Fabriquons nos champions. Voilà. Fabriquons nos champions. En tout cas, merci. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir accepté nos invitations. Merci aussi à Mme Fatimata du Burkina Faso et aux autres invités, notamment du Burkina et du Togo. Madame, monsieur, merci à vous d'avoir été une fois de plus au rendez-vous de cette émission L'Intelligence du Monde sur Vox Africa. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.